Le coup de feu qui aurait dû réduire à jamais le président Ibrahim Traoré au silence n'a jamais eu lieu, non pas parce que l'assassin a hésité ou faibli, mais parce que, contre toute la logique de l'entraînement militaire le plus sophistiqué, de l'infiltration méticuleuse et de la planification internationale qui traversait des continents et des intérêts de puissances silencieuses, Ibrahim Traoré savait déjà qu'à cet instant précis, alors que le ciel de Ouagadougou se teintait encore des douces nuances de l'aurore, l'herbe fraîche du jardin présidentiel serait le théâtre du plus grand affrontement de sa vie. Tandis qu'il s'agenouillait sereinement sur la pelouse humide, les mains jointes dans une prière silencieuse, il n'y avait autour de lui ni soldats, ni yeux électroniques, ni sentinelles attentives, seulement le bruissement lointain des oiseaux et le parfum des fleurs se balançant doucement dans la brise matinale, comme si la nature, indifférente au drame humain, s'obstinait à maintenir son cycle imperturbable. Pourtant, derrière lui, avec la froideur que seuls possèdent les hommes façonnés par la machine de la guerre, Daniel Quint, l'espion américain, dissimulé sous l'identité parfaite d'un jardinier, vêtu de vêtements simples tachés de terre, se préparait à presser la détente de son pistolet à silencieux, la même arme qu'il portait comme symbole et instrument de ses années d'opérations clandestines, toujours au nom d'intérêts qui ne se dévoilent jamais à ceux qui sont sacrifiés pour eux. Mais avant que le léger mouvement de son doigt ne puisse libérer la charge létale qui mettrait fin abruptement à l'une des révolutions politiques les plus audacieuses du siècle, la voix calme et profonde d'Ibrahim Traoré trancha l'air comme une lame fine, prononçant une phrase qui s'inscrirait à jamais dans la mémoire de l'agent. « Vous avez parcouru un long chemin pour mourir ici, n'est-ce pas ?» Daniel se figea, comme si les mots avaient une matérialité et le paralysaient, et à cet instant, précis, telle une bête éveillée, Traoré pivota son corps avec une agilité qu'on n'attendrait pas d'un homme habitué au protocole présidentiel, assénant un coup précis qui arracha l'arme de la main de l'espion, la projetant au loin, tout en l'immobilisant avec une force brutale, pressant son torse contre la terre et tordant ses bras avec une technique acquise uniquement après des années d'entraînements intensifs dans des écoles militaires d'élite, comme Traoré l'avait fait lors de ses passages en Russie, à Cuba et dans les champs arides du Sahel, où la guerre s'apprend non comme une théorie, mais comme une nécessité vitale. Le choc ne fut pas seulement physique, mais psychologique, car Daniel, habitué à être le prédateur, était désormais la proie, écrasé contre le sol africain qu'il avait tenté de profaner par sa mission froide et calculée. Lorsque les gardes du palais, alertés par des capteurs dissimulés installés par le président lui-même, firent irruption dans le jardin, ils découvrirent une scène qu'ils n'oublieraient jamais. Le chef de l'État, agenouillé sur le corps d'un homme jusqu'alors invisible, les yeux brûlants non de haine, mais d'une lucidité rare, prononçant avec le calme de celui qui avait tout anticipé. Personne ne tire. Il n'est pas seulement un assassin, il est un message. Et je veux l'entendre directement de sa bouche, traîné comme un trophée ou un symbole dans les profondeurs d'un bunker secret sous le palais. Daniel fut menotté à une chaise en acier au centre d'une salle humide et sombre où les murs de pierre gardaient, comme des tombes muettes, les confessions que le pouvoir ne permettrait jamais de révéler. Quelques minutes plus tard, Ibrahim Traoré entra seul, sans escorte, sans armes ostentatoires, seulement avec une tasse de thé fumant, dont la vapeur légère semblait se moquer du froid intérieur de l'agent, et s'assit face à lui avec la tranquillité de celui qui, même après avoir échappé à la mort, reste maître absolu de chaque seconde. « D'où venez-vous » demanda le président, sa voix résonnant comme une invitation irrésistible, mais aussi comme une sentence inévitable, tout en posant lentement la tasse sur la table métallique, sans jamais détourner le regard. Daniel leva ses yeux glacés, avec l'orgueil typique de ceux façonnés par la clandestinité et le pragmatisme brutal des opérations d'intelligence, et répondit sèchement « Vous le savez déjà ». Mais Traoré, avec la même sérénité, insista « Dites-le quand même, dites-le pour le registre ». Et alors, avec un sourire résigné mêlant sarcasme et défaite, Daniel déclara « L'anglais, je travaille pour l'agence. J'ai été envoyé ici sur ordre de Washington. Mais le plan venait d'Abidjan, signé personnellement par Alassane Ouattara. » Le silence qui suivit fut si dense qu'il semblait que les murs eux-mêmes respiraient, tandis qu'Ibrahim Traoré, sans montrer la moindre surprise, inclinait légèrement la tête, comme pour confirmer une hypothèse formulée depuis longtemps. Mais Daniel avait encore quelque chose à dire,
et avec une voix empreinte de cette supériorité perfide de ceux qui se croient maîtres des rouages cachés du monde, il poursuivit « Vous perturbez l'équilibre de la région. Vous avez renversé la domination française, accueilli les Russes, répandu l'idée que l'Afrique peut être libre sans la tutelle occidentale. Vous devenez une légende, un symbole, et les symboles, Monsieur le Président, ne peuvent pas rester libres trop longtemps. » Ibrahim Traoré se leva alors lentement, comme s'il laissait la gravité s'exprimer sans hâte, et regarda un instant la porte fermée avant de reporter ses yeux sur l'homme menotté devant lui. Mais avant qu'il ne puisse prononcer un mot, Daniel, dans une dernière tentative de réaffirmer sa présence, se pencha et lança la révélation la plus troublante. « Et je ne suis pas le seul. Regardez autour de vous, Ibrahim. Vous êtes entouré de sourires, mais la moitié d'entre eux ont déjà été achetés. Quelqu'un dans votre palais m'a donné le code de la grille. Et, devinez, ce soir, ils se réunissent pour planifier la deuxième tentative. » Le président resta immobile, comme une statue millénaire insensible aux intempéries, mais au fond son esprit analysait déjà, avec la précision de celui qui a appris à ne faire confiance ni à sa propre ombre, que les paroles de l'espion étaient plus qu'une provocation. C'était un avertissement, un signe indubitable que la conspiration n'était pas un épisode isolé, mais un réseau s'entremêlant jusqu'aux fondations du pouvoir qu'il croyait contrôler. Ainsi, après quelques secondes qui parurent éternelles, il répondit avec la même sérénité qu'il avait affichée face à l'arme pointée sur sa nuque. « Alors, je crois que je dois assister personnellement à cette réunion. » Et cette nuit-là, tandis que les lumières du palais restaient allumées et que les gardes maintenaient leur poste comme si de rien n'était, une guerre silencieuse se déroulait dans les entrailles de la résidence présidentielle, car Ibrahim Traoré, vêtu d'un uniforme ordinaire de soldat, le visage dissimulé sous un foulard, se déplaçait dans les couloirs avec la familiarité de celui qui connaît chaque recoin de ce labyrinthe de pouvoir, accompagné seulement de 2 de ses lions rouges, sa force d'élite, loyale jusqu'au bout, et de son chef des renseignements, le seul homme en qui, jusqu'à cet instant, il croyait encore pouvoir avoir confiance. À exactement 23h37, dans la même salle souterraine où, quelques jours auparavant, on avait stocké des provisions, désormais transformées en épicentre de la trahison, 7 hommes se réunissaient, 2 soldats, un conseiller politique, le médecin du palais et 3 officiers occupant des postes stratégiques. Sur la table, une tablette affichait le message qui lançait ce qu'il croyait être le coup final. Plan Flamme d'Ivoire, phase 2, équipe de soutien en position. Et comme toujours, lorsque des hommes médiocres se laissent illusionner par le pouvoir, l'un d'eux, pris d'anxiété, demanda « Et si Traoré découvre ?» Le médecin, avec la froideur de celui qui a troqué le serment de sauver des vies contre la sordidité de la trahison, répondit sans hésiter « Il ne le fera pas. Il doit être mort. Le poison circule déjà. » Tous s'acquiescèrent d'aveuglés par la confiance en un plan méticuleusement élaboré avec le soutien et le financement d'intérêts qu'ils ne rencontreraient jamais personnellement, mais qui manipulaient les pièces à distance. Cependant, aucun d'eux ne remarqua que derrière le mur tapi dans l'obscurité, Ibrahim Traoré écoutait chaque mot, avec le même sang-froid qu'il avait montré des heures plus tôt en immobilisant l'homme envoyé pour le tuer. Et alors, telle une ombre surgissant pour réclamer sa présence, Traoré poussa la porte, entra dans la salle et d'une voix calme et tranchante annonça « Vous parlez comme des hommes, mais vous complotez comme des rats. » Cette phrase, prononcée avec la sérénité de celui qui ne craint ni la mort ni la trahison, figea les présents plus qu'aucun coup de feu n'aurait pu le faire. Les regards se tournèrent simultanément, les respirations suspendues, et même les plus entraînés d'entre eux sentirent une sueur froide couler sur leurs tempes, car il n'y avait aucun doute possible. Devant eux se tenait Ibrahim Traoré, l'homme qu'ils croyaient mort quelques secondes plus tôt, ou du moins affaibli par le poison qu'il n'avait, ironiquement, jamais bu. Car, méfiant face aux mouvements étranges autour de lui, il avait évité tous les toasts protocolaires ces dernières semaines, ne buvant que du thé préparé de ses propres mains, une méfiance qui, à cet instant, se révélait non seulement prudente, mais vitale. Le premier à réagir, impulsivement, fut l'un des officiers, qui, dans un mouvement désespéré, dégaina son arme et la pointa sur le président. Mais avant qu'il ne puisse ajuster sa visée, Traoré, avec la vitesse et la précision qui le caractérisaient, avança et d'un seul coup tordit le poignet du traître, faisant tomber l'arme avec un bruit sec sur le sol en béton. Le deuxième mouvement, aussi rapide que le premier, fut l'entrée des lions rouges,
qui, tels des prédateurs entraînés, firent irruption par la porte, maîtrisant un à un, sans bruit, sans hésitation, jusqu'à ce que les 7 conspirateurs soient immobilisés, leurs corps pressés contre le sol, leurs yeux écarquillés non seulement par la peur d'une punition imminente, mais surtout par l'incompréhension de comment l'homme qu'ils pensaient avoir vaincu surgissait maintenant comme l'exécuteur, silencieux de la justice. Traoré resta debout, respirant avec tranquillité, observant ceux qui, jusqu'à quelques jours auparavant, souriaient dans ces réunions, trinquaient lors des célébrations officielles et signaient de leurs mains fermes des documents scellant des accords et des stratégies pour l'avenir du pays, mais qui dans l'ombre tramaient sa chute et, plus encore, la destruction de la souveraineté qu'il luttait pour établir, brisant les chaînes séculaires qui maintenaient le Burkina Faso lié aux intérêts néocoloniaux. Lorsque les lions commencèrent à emmener les conspirateurs un à un pour être interrogés dans les quartiers les plus sécurisés du palais, le médecin, cet homme même qui veillait sur la santé du président, osa murmurer quelque chose, non comme une demande de clémence, mais comme la dernière carte désespérée de celui qui sait que sa vie est au bord du gouffre. « Vous avez arrêté l'espion, mais pas le serpent. » Traoré se pencha légèrement, sans changer d'expression, et demanda d'une voix grave, empreinte non pas de menace, mais d'une curiosité glaciale, « Qui ?» Le médecin, avec un sourire faible et tremblant, répondit, « Il est plus proche que vous ne le pensez, et il a déjà commencé à bouger. » Ces mots, prononcés avec la froideur de celui qui sait qu'il a planté une graine de doute dans le cœur de l'homme le plus puissant de la région, flottèrent dans l'air comme un poison invisible. Et bien que Traoré maintenait sa posture sereine, intérieurement, son esprit opérait déjà avec la précision de celui qui comprend que le jeu auquel il est confronté n'est plus seulement une question de force ou de stratégie militaire, mais une guerre psychologique où la confiance est la monnaie la plus rare et la plus dangereuse. À l'aube, lorsque les premiers rayons du soleil peignaient le ciel de Ouagadougou d'une teinte dorée, Traoré s'assit à son bureau, contemplant 7 photographies disposées devant lui. Des visages familiers, des hommes participant à son gouvernement, des soldats qui avaient juré fidélité, mais qui étaient maintenant révélés comme des traîtres. Cependant, un visage manquait, la pièce centrale de ce puzzle de trahison restait encore cachée. « Il est toujours libre, quelqu'un de très proche, quelqu'un en qui j'ai confiance », murmura Traoré à son chef des renseignements, qui, d'un hochement discret, confirma ce qui ne pouvait plus être nié. Il y avait un serpent tapi dans la structure la plus intime du pouvoir. Alors qu'il digérait encore les multiples couches de trahison qui l'entouraient, un message arriva par les canaux diplomatiques officiels. De l'ambassade des États-Unis, une communication formelle déclarant « Washington regrette le malentendu. L'agent a agi sans autorisation. Nous demandons une réunion privée pour éviter une escalade. » Traoré lut le message avec soin, mais quelque chose dans sa construction, dans la froideur excessive du langage et dans l'origine cryptographique, sonnait faux. Il se tourna vers son chef de la cybersécurité et demanda, avec la même fermeté que celui qui exige non seulement des réponses, mais des certitudes. « C'est réel ?» L'officier hésita, analysa rapidement les métadonnées du message, puis, avec une expression mêlant incrédulité et crainte, répondit « Le canal, oui. Mais l'emplacement de l'envoi, ce n'était pas l'Amérique. » Traoré, avec le calme de celui qui anticipe déjà la réponse, demanda « D'où ?» L'officier, après une seconde qui sembla une éternité, répondit « Réseau privé, à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. » Alors Traoré se leva, regarda la carte de l'Afrique de l'Ouest accrochée au mur de son bureau et, sans hausser la voix, prononça simplement « Alors, ça commence. » Pendant ce temps, dans une aile distincte du palais présidentiel, loin des caméras, loin des couloirs surveillés, un autre homme se déplaçait avec l'assurance et l'autorité que seuls les généraux de haut rang possèdent. Son nom, général Yacouba Dio, un homme qui avait servi sous 3 présidents, qui avait formé la moitié des soldats de la capitale et qu'Ibrahim Traoré, à maintes reprises, avait présenté publiquement comme le pilier de notre défense. Il arpentait les couloirs comme chez lui, saluant d'un sourire calculé chaque garde, chaque employé, sachant que personne n'oserait l'arrêter, car sa position, bâtie sur des décennies, était inattaquable. À exactement 10h15 ce matin-là, le général Dio entra dans une salle verrouillée à proximité du centre de communication du palais, une salle qui, à première vue, semblait être un simple dépôt de matériel médical, mais qui, dissimulée sous une caisse marquée du symbole de la Croix-Rouge,
cachait un dispositif de communication par satellite ASMOL, hautement crypté, à travers lequel il envoya un message court, mais décisif, à Abidjan. Tous les cibles exposées. Il ne reste que Traoré. En attente du feu vert, après avoir appuyé sur le bouton d'envoi, il attendit la confirmation, mais au lieu du signal habituel, l'appareil émit un bip étrange, une lumière rouge clignota, et, immédiatement après, une voix résonna par le haut-parleur dissimulé. « Vous envoyez trop tard, général, il sait déjà. » Le sang du général Dio se glaça, son visage perdit toute couleur et instinctivement, il se tourna vers la porte où, immobile, avec la tranquillité de celui qui ne craint pas les affrontements, se tenait Ibrahim Traoré. Le président, les mains croisées dans le dos, le fixait avec cette expression que ses ennemis apprenaient déjà à redouter, un mélange de déception et de détermination inébranlable. « Nous avons trouvé votre dispositif il y a des jours, général. Nous avons surveillé vos messages. Nous avons entendu vos fausses loyautés. Même les Américains ont sous-estimé jusqu'où vous iriez. » Dio, dans un ultime élan désespéré, porta la main à son étui, mais avant qu'il ne puisse toucher son arme, une des fenêtres de la salle explosa avec l'entrée d'un des lions rouges, qui, dans un mouvement fulgurant, plaqua le général contre le mur, l'immobilisant avec la force que seule une loyauté absolue peut conférer. Traoré s'approcha lentement, s'arrêtant à quelques centimètres du visage de l'homme qui l'appelait, jusqu'à quelques jours auparavant, frère d'armes, et demanda, sans changer de ton, « Combien vous ont-ils payé pour trahir cette terre ?» Le général Dio, avec un dernier sourire mêlant résignation et dédain, répondit « Ce n'était pas de l'argent, c'était la peur. Ils ont dit que si je n'aidais pas, le Burkina Faso brûlerait. » Traoré, le fixant dans les yeux avec l'intensité de celui qui comprend non seulement la trahison, mais les forces invisibles qui l'ont motivé, répondit « Alors qu'ils viennent avec du feu, nous répondrons avec le tonnerre. » Tandis que Dio était traîné dans les couloirs du palais, sous le regard attentif des lions rouges, Traoré se tourna vers ses officiers de confiance et sans hésiter ordonna « Préparez la base aérienne, nous partons pour la frontière. » Quelques heures plus tard, avec le soleil dominant déjà le ciel du Sahel, le président Ibrahim Traoré monta, sans aucune ostentation, dans un SUV noir, sans drapeau, sans le convoi présidentiel habituel, accompagné seulement de 4 des lions rouges les plus loyaux, tous vêtus de vêtements civils, se fondant dans l'environnement comme n'importe quel voyageur ordinaire. Leur destination, la frontière entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, non pas pour déclarer la guerre, mais pour lancer un avertissement qui résonnerait bien au-delà des lignes géographiques. Traoré avait reçu la confirmation que les ordres pour l'éliminer ne venaient pas seulement du commandement militaire ivoirien, mais bénéficiaient du soutien silencieux d'intérêts étrangers, des mains invisibles qui, depuis des décennies, façonnent le destin des nations africaines selon leur convenance. C'est pourquoi il décida de faire l'impensable, aller à leur rencontre, regarder dans les yeux ceux qui avaient ordonné sa mort et, sans intermédiaire, annoncer qu'il ne se plierait pas. 3 heures plus tard, le SUV noir ralentit en approchant une vieille station douanière abandonnée, un lieu qui, jadis, était le symbole des bureaucraties coloniales et qui, ironiquement, servait maintenant de décor à la rencontre entre l'homme qui défiait les empires et le général qui les représentait. Devant, attendant avec 2 véhicules blindés et une escorte discrète, se tenait le général Kawazi, l'une des plus hautes autorités de l'armée ivoirienne et homme de confiance absolue du président Alassane Ouattara, dont l'expression, en voyant Ibrahim Traoré descendre calmement du SUV, ne montra ni surprise ni malaise, seulement cette froideur protocolaire de celui qui exécute des ordres sans s'autoriser le luxe d'émotions inutiles. « Ce n'est pas votre terre, président, » dit Kawazi d'une voix tranchante et sèche, comme une lame aiguisée qui ne coupe pas immédiatement, mais blesse par l'anticipation. Puis il ajouta, en posant sur la vieille table en bois, un dossier marron. « Vous venez ici sans prévenir. Cela pourrait être considéré comme une menace. » Traoré s'approcha lentement de la table, sans détourner le regard, et d'un mouvement ferme ouvrit le dossier, révélant des images satellites d'un camp d'entraînement ivoirien, des interceptions de communication faites par l'espion Daniel Kane, des registres de vols de mercenaires provenant de Sigal, tout méticuleusement organisé comme les pièces d'un puzzle qui, une fois assemblées, ne laissait aucun doute sur la conspiration transnationale orchestrée contre lui. Kawazi feuilleta les documents avec cette indifférence cynique typique de ceux qui vivent entre les ombres et les opérations clandestines, jusqu'à ce que,
Après une brève pause, ils laissent échapper un rire étouffé et disent « Vous n'avez aucune idée de ce qui se passe vraiment, n'est-ce pas ?» Traoré, imperturbable, fixa le général directement et répondit « Alors expliquez ». Le général se pencha légèrement sur la table, comme s'il s'approchait non pour agresser, mais pour transmettre un secret ancien et incontestable, et dit « Ouattara n'est pas le seul impliqué. Il ne s'agit pas seulement de vous. Il s'agit du nouveau plan qui est en train d'être dessiné en Afrique de l'Ouest. Votre révolution, en mettant fin à la domination française et en rejetant les Coas, attire trop l'attention. Cela a effrayé beaucoup de monde. Ils ne veulent pas vous tuer uniquement parce que vous êtes dangereux. Ils veulent vous tuer parce que vous inspirez d'autres. » Traoré resta immobile, absorbant chaque mot comme s'il déchiffrait une prophétie sombre annoncée depuis longtemps, puis, avec la même sérénité, répondit « Donc, il s'agit de peur. » « Non, » rétorqua Kawasi avec la dureté de celui qui a déjà fait cette analyse plusieurs fois auparavant. « Il s'agit de contrôle. » Mais avant que le dialogue ne puisse avancer, le général se pencha encore plus et d'un ton presque conspirateur conclut « Savez-vous où est Daniel Kane maintenant, président ?» Traoré acquiesça d'un léger mouvement de tête, répondant « Dans un bunker en train d'être interrogé. » Mais Kawasi secoua la tête négativement avec ce demi-sourire qui n'exprime pas la joie, mais la supériorité. « Non, il s'est échappé hier soir, avec de l'aide de l'intérieur de votre propre gouvernement. » De retour à Ouagadougou, alors que les alarmes silencieuses résonnaient dans les secteurs de sécurité, la terrible nouvelle se confirma. Daniel Kane, l'espion américain capturé quelques jours plus tôt, avait disparu mystérieusement. 2 gardes trouvés drogués dans le sous-sol, les caméras de sécurité coupées pendant exactement 6 minutes. Aucun témoin, aucune bande, aucune trace électronique. C'était comme s'il s'était évaporé dans l'air. Mais pour Ibrahim Traoré, cette disparition ne pouvait signifier qu'une chose. Il était encore dans le pays, et quelqu'un de très proche, avec un accès illimité, le cachait. Traoré ne cria pas, ne convoqua pas de réunion d'urgence, ni ne s'exposa au risque de faire aveuglément confiance à qui que ce soit. Au lieu de cela, avec la froideur stratégique de celui qui comprenait qu'il ne jouait pas aux échecs, mais un jeu de survie, il lança l'opération Tinger, une fouille secrète menée exclusivement par un petit groupe hautement sélectif de lions rouges, loyaux uniquement à lui, avec pour mission d'écouter, de surveiller et de s'infiltrer dans la routine de tous les hauts fonctionnaires du gouvernement, sans exception. Pendant 3 nuits silencieuses et méticuleusement calculées, les agents observèrent les ministres, surveillèrent les appels, interceptèrent les messages et écoutèrent les conversations chuchotées dans les couloirs où le pouvoir, autrefois sûr de lui, tremblait désormais sous le poids de la suspicion. Et puis enfin un schéma émergea, un nom qui revenait avec une fréquence troublante dans des interactions obscures, le ministre de la Défense, le colonel Amédou Sangaré, un homme que Traoré non seulement respectait profondément, mais qu'il avait personnellement promu après la victoire dans les batailles du Sahel, quelqu'un considéré non seulement comme un collègue, mais comme un frère d'armes. La 4e nuit, alors que la ville dormait sous une apparente tranquillité, l'un des agents Lion Rouge suivit discrètement la voiture de Sangaré, qui, au lieu de se diriger vers sa maison ou le quartier général de la Défense, emprunta un chemin sinueux jusqu'aux abords de la ville, s'arrêtant devant une vieille maison coloniale abandonnée, enveloppée d'ombres et de silence, avec des fenêtres brisées et des portes qui, malgré leur apparence délabrée, cachaient plus que des ruines. L'agent, positionné stratégiquement, observa à travers une fente dans le bois pourri une scène qui lui glaça le sang. Là, tranquillement assis, buvant du thé, se trouvait Daniel Kane, sans la barbe qu'il portait lors de son déguisement, mais toujours avec le même traceur au poignet, preuve irréfutable qu'il n'avait jamais quitté le pays, et face à lui, assis avec la même aisance que celui qui ne craint pas d'être découvert, se tenait le colonel Sangaré lui-même. L'information parvint au président Traoré à 2h04 du matin. Il ne montra ni surprise ni émotion. Il se leva simplement de sa chaise, fixa l'agent qui transmettait le rapport et dit, avec le calme qui était désormais sa marque, « Nous bougeons dans 3 heures. Pas de coup de feu, sauf si je donne l'ordre. » À 2h57, 3 véhicules discrets, sans identification, encerclaient silencieusement la vieille maison. Traoré lui-même mena l'équipe d'entrée, se déplaçant dans les couloirs poussiéreux, avec la précision de celui qui a depuis longtemps dépassé la naïveté de faire confiance aveuglément même aux plus proches. Ils pénétrèrent par la porte de derrière, lanterne éteinte, pas calculée,
jusqu'à ce que, dans le salon, Daniel Kane, au moment exact où il tendait la main pour prendre son téléphone, soit surpris par l'éclairage soudain qui perça l'obscurité. L'espion se figea, les yeux écarquillés, mais de l'autre côté de la pièce, immobile, ferme, avec un pistolet pointé directement sur sa tête, se tenait Ibrahim Traoré. « Je ne pensais pas te retrouver si vite, n'est-ce pas ?» dit le président, avec ce demi-sourire qui n'exprime pas l'arrogance, mais la certitude de celui qui, une fois de plus, avait un coup d'avance. Daniel ne répondit pas, se contentant de détourner le regard vers Sangaré, déjà menotté et sous la garde de 2 lions rouges. Le ministre ne supplia pas, ne pleura pas, ne chercha pas de justification. Il se contenta de fixer Traoré et murmura avec un mélange de résignation et d'amertume « Ils ont promis la paix ». Traoré s'approcha lentement, abaissant son arme et regardant l'homme qu'il considérait comme un pilier de sa défense, et répondit « La paix ne vient pas de la trahison. Vous avez donné nos coordonnées. Vous les avez laissés entrer. Vous avez presque vendu ce pays pour une poignée de main. » Enfin, Daniel Kane brisa le silence, avec ce ton provocateur calculé qui lui était caractéristique. « Vous êtes malin, Traoré, mais cela ne s'arrêtera pas avec moi. Il y en a d'autres, dehors et dedans. Vous pensez être en contrôle, mais vous ne faites que retarder ce qui est déjà en route. » Traoré s'approcha alors davantage, jusqu'à ce que ses yeux soient à quelques centimètres de ceux de Kane, et répondit « Alors, je retarderai avec le feu, et je l'enterrerai avant qu'il ne touche notre sol. » Tandis que Kane et Sangaré étaient emmenés sous une garde maximale, un dernier objet fut trouvé, caché dans un dossier sous la table, une carte imprimée, détaillant les emplacements des bases militaires au Burkina Faso, au Niger, au Mali et au Ghana, avec des points marqués en rouge sur des mines d'or, des tours de télécommunications et des stations de médias, ainsi qu'un logo discret mais reconnaissable d'une entreprise privée de sécurité américaine, et, en haut du document, une phrase qui scellait l'ampleur réelle de ce qui se tramait. Phase 3. Stabilisation régionale. Traoré fixa la carte pendant de longues secondes, puis leva les yeux et, d'une voix empreinte d'une lucidité qui n'admettait plus d'illusion, dit « Ce n'était jamais seulement à propos de moi, c'est à propos de toute la région. Ils veulent redessiner l'Afrique. » Cette même nuit, Traoré convoqua d'urgence une réunion secrète avec les leaders militaires du Mali et du Niger. Pour la première fois depuis des années, les 3 pays étaient unis comme une force unique. Devant un grand écran où la carte saisie était projetée, Traoré parla avec la conviction de celui qui, même sous une menace imminente, comprenait l'ampleur réelle du danger. Nous faisons face au même ennemi. Ils viennent avec de l'argent et des paroles douces. Mais derrière elles, il y a des armes, des espions et des chaînes. Et aujourd'hui, nous mettons fin au silence. Et ainsi, cette nuit-là, alors que le ciel de Ouagadougou restait opaque et dense, annonçant non l'arrivée de la paix, mais le déclenchement d'une nouvelle phase de résistance, le président Ibrahim Traoré, devant ses alliés, lança l'opération Dignité, une mission conjointe et secrète pour appréhender les espions étrangers, geler les comptes bancaires occultes et exposer les réseaux militaires privés qui, dans l'ombre, opéraient pour soumettre l'Afrique de l'Ouest. Mais avant de partir, il se rendit à la cellule où Daniel Kane, désormais sans arrogance, sans sourire, seulement silencieux, l'attendait. Traoré brandit le dossier, rempli de preuves irréfutables, reliant Kane à une série de coups d'État ratés au Libéria, en Guinée, au Tchad et ailleurs, et d'une voix ferme déclara « Vous êtes venus pour briser un pays, mais vous l'avez rendu plus fort. Maintenant partez, et dites-leur que nous sommes éveillés et que nous n'avons plus peur. » Et tandis que ces paroles résonnaient non seulement dans les murs du palais, mais à travers toute l'Afrique de l'Ouest, de l'autre côté du monde, dans un bureau silencieux, un homme en costume sombre raccrocha le téléphone après avoir entendu « Il a réussi à passer. Annulez l'opération. Nous trouverons un autre moyen. » Mais pour Ibrahim Traoré, à cet instant, peu importait. Il savait déjà que la véritable bataille n'était pas contre les ennemis cachés dans l'ombre, mais contre l'ombre à l'intérieur de chaque ennemi.